projet. Bonjour Pierre-Noël. Bonjour. Alors j'ai vu votre spectacle, l'effort d'être spectateur, et j'ai vraiment un coup de foudre. Oui, très sincèrement. J'aimerais bien savoir comment vous est venue cette idée de monter ce spectacle. Parce que c'est quand même très original, je trouve. Oui, je ne sais pas. L'idée, elle est d'abord née du texte théorique qu'une professeure de français avec qui je travaillais dans un lycée en tant qu'intervenant artistique m'a proposé de travailler, d'écrire. Je suis allé réunir un certain nombre de points de vue, de théories, d'idées, et je me suis rendu compte que toutes ces idées, elles tournaient autour de la place du spectateur, ce qui me permettait d'aborder des formes de théâtre extrêmement différentes, puisque tous les théâtres m'intéressent. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire ce texte d'abord à Tokyo, une sorte de conférence qu'on m'a proposé de donner, puis ensuite au Festival d'Avignon. C'est le metteur en scène Jean-Charles Mouveau qui m'a invité à donner cette conférence au théâtre du Petit Louvre. Et puis autour de moi, on a considéré que ça pouvait aussi devenir, je ne sais pas, une sorte d'objet un peu insaisissable, une sorte de performance autour du théâtre, autour de la place du spectateur. Et quand Alain Timard au Festival d'Avignon m'a proposé de le rejoindre dans la chapelle, j'ai proposé de m'emparer de cette conférence et puis d'en faire une performance, un spectacle, et mettre à l'épreuve le spectateur de toutes les théories que je pouvais avancer dans ma démonstration en tant que performeur, conférencier et moi-même spectateur d'une certaine manière. Et vous pouvez me parler des références, parce qu'elles sont énormes. Ce sont des foutaises. C'est de la frime, c'est de la poudre aux yeux, et j'espère en jouer assez pour que ce soit suffisamment clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phrases, de choses entendues, de phrases récupérées ça et là, qui m'ont frappé, qui m'ont marqué, des impressions, des intuitions, et puis des mots entendus à la radio, lors d'émissions, lors d'entretiens que j'ai pu moi-même réaliser avec des individus, puis certaines phrases comme ça qui m'ont marqué, je les ai simplement, je les ai jamais notées, je les ai simplement enregistrées, et puis j'en ai fait comme des sortes de règles, de jalons qui me permettent d'y voir clair dans ce que j'attends moi en tant que spectateur, mes exigences. Alors ce sont des phrases de gens très très différents. C'est Jean-Luc Lagarce, c'est Coltès, c'est Gilles Deleuze, c'est Philippe Mignana, Olivier Py, Enzo Corman, Joseph Danan, mais ce sont des petites phrases comme ça récupérées ça et là lors d'ateliers, lors de recherches, lors de Godard lectures. aussi. Pardon ? De Godard aussi. De Godard, de Jean-Luc Godard, de Marguerite Duras, oui. Mais qui disent des choses tout à fait savoureuses, essentielles, importantes. Quand Godard dit le théâtre, ça m'intéresserait, mais il parle trop fort, ben, c'est vrai que je trouve ça tout à fait savoureux et intéressant. Et puis en fait, je ne savais pas très bien toujours quoi faire de ces petites phrases, des phrases qui permettent peut-être aussi de faire des portraits qui rendent hommage à des gens dont je trouve l'influence très importante et puis l'intelligence très supérieure. Donc ce sont des sortes d'hommages aussi que je souhaitais rendre à travers c'est quand même une grande clownerie, mais qui rend hommage à des grands et puis à des références pour moi importantes. Mais j'espère en jouer assez avec le spectateur, oui, qu'il ne se sente pas écrasé par une prétention, une pédanterie. Non. Absolument pas. C'est absolument pas ce qu'on digeste. ressent. J'ai aussi l'impression d'avoir pris un cours de théâtre. C'est aussi la sensation que j'ai eue et que j'ai vraiment adoré. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi ? En fait, ce n'était pas mon intention du tout de donner un cours de théâtre. Non, certainement pas, mais... Parce que sans le spectateur, il n'y a pas le théâtre, sans le théâtre... Voilà. Oui, c'est ça, c'est le lien que j'ai ressenti. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, j'avoue, et d'une manière extrêmement personnelle, subjective, ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est toujours cette relation qui s'élabore, qui grandit, qui se construit entre la salle et la scène. Quelle que soit cette relation, même quand il s'agit d'une non-relation, d'une absence de relation qui va faire de moi un pur voyeur, c'est ce qu'on peut voir dans l'œuvre de Simon Stone récemment, chez Cyril Teste aussi, il y a des choses de cet ordre-là, ou alors une relation extrêmement généreuse, spectaculaire, chez Vincent Macaigne ou chez d'autres, où tout d'un coup on est totalement pris à partie. Et en fait, ce sont toutes ces relations très différentes qui peuvent se mettre en forme, avoir lieu, prendre vie
au théâtre. Et il me semble très intéressant d'essayer d'étudier comment spectateur on perçoit cette relation, comment on y participe, comment on la vit, comment on l'éprouve, parfois dans un ennui terrible jusqu'à la mort, parfois dans une fête qui va nous marquer définitivement. C'est bien de cette relation-là qu'il est question. Alors si c'est un cours de théâtre, ce serait plutôt une sorte de développement autour de ces relations différentes possibles qui s'établissent ou non, parfois pas du tout, entre la salle et la scène, qui font du spectateur un acteur à part entière de la représentation, et non pas un consommateur passif. C'est ce qui le distingue d'ailleurs de toutes les autres... Ici, au théâtre, c'est ce qui distingue sa place de bien d'autres endroits où il est considéré véritablement comme un consommateur. Là, c'est un acteur à part entière de la représentation. D'ailleurs, grâce à Cyril Test, que j'adore, vraiment, je me suis aperçu que j'aimais être spectateur-voyeur. Oui. C'est quelque chose que j'aime avec lui, à travers lui, parce que ce qu'il me propose m'intéresse. En fait, il faut que ça m'intéresse pour pouvoir accepter d'être voyeur. Et lui m'intéresse par la brillance de ce que je vois, en fait. Il y a eu un élan comme ça, de cœur. J'ai l'impression que vous savez tout faire déjà. C'est impressionnant. Je vois un clown, je vois un mime. Je trouve qu'il y a beaucoup de mimes chez vous. Est-ce que vous avez abordé tous ces chemins-là par votre... Mais c'est précisément parce que je ne sais rien faire que j'essaye de tout faire et du mieux que je peux, et à peu près quand même n'importe comment, parce que... musicien... Non, c'est peut-être parce que je manque de références que j'en utilise tellement, parce que j'ai peur de ne rien savoir faire, que j'essaye de faire du hula hoop avec des grandes boxes sur des talons aiguilles, ce qui peut sembler un peu impressionnant, mais je vous garantis que ça n'est pas si difficile. Mais moi, je suis incapable. Mais sans talons aiguilles. Peut-être qu'avec talons aiguilles, peut-être. Non, je vous assure, non, c'est pas si compliqué. C'est tout en parlant et en parlant vite. Non, c'est le complexe, c'est un peu la honte de ne pas être un grand lecteur, de ne pas être un grand savant, de ne pas être un universitaire, de ne pas être un penseur. C'est cette honte qui me donne la force de peut-être accumuler différentes choses et d'en faire état et de les rassembler ici, en plus dans l'effort d'être spectateur, où je voulais faire la synthèse des différents métiers que j'ai pu faire dans le monde du théâtre, que ce soit du côté de la critique, du journalisme, du côté de l'écriture, de la mise en scène, du jeu. Je suis un épouvantable comédien, je suis un très très mauvais comédien et j'en suis tout à fait conscient. C'est pour ça qu'ici, je suis plutôt un performeur ou un conférencier. Je vais essayer de me transformer, je fais de mon mieux. On ne pourra pas m'accuser d'être insincère, ça j'y tiens beaucoup. Mais pour le reste, je sais que je suis très très approximatif. Et quand vous dites quelques vers ou quelques mots de théâtre classique, à ce moment-là, c'est très beau. C'est vrai, vous trouvez? J'ai trouvé ça très beau. Je suis toujours terrorisé à l'idée d'être parfaitement ridicule. C'est absolument pas ridicule. Je vous remercie. Et la seule chose que j'ai un peu moins aimé, si vous voulez que je vous dise quelque chose de négatif, éventuellement, c'est quand je tiens pas. Mais c'est quand vous chantez, j'aime un peu moins. Voilà. Ah oui? J'aime un tout petit peu moins à ce moment-là. C'est tout. Et j'aime bien quand même. Hein. J'ai peut-être pas très bien chanté ce jour-là. J'étais un peu malade. J'étais un peu fragile. Oui, j'avais un peu perdu ma voix. Parce que comme je ne suis pas un bon comédien, et comme je suis même un assez mauvais comédien, je ne maîtrise pas du tout mes outils. Je ne maîtrise pas ma voix du tout. Donc il m'est arrivé à plusieurs reprises, ici même au Topor, ou même ailleurs, de casser ma voix au fil de la représentation. Après, je la retrouve le lendemain, mais je suis toujours allé au bout de la représentation. Et puis quelquefois, quand j'en finis avec moi-même, quand je vais jusqu'à perdre ma voix, je me dis que c'est peut-être dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que l'énergie que je me suis imposée d'avoir dans cet exercice, parfois me pousse quand même un peu au bord de la crise cardiaque. Et je me dis que ma performance, elle a aussi à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte de me mettre en danger, parce que c'est ce que j'ai aussi demandé aux comédiens avec lesquels j'ai travaillé. C'est aussi ce que j'ai exigé en tant que spectateur d'un certain nombre d'artistes, de comédiens ou d'univers. Alors j'ai envie d'être moi-même, c'est la moindre des choses, capable d'aller au bout de mon raisonnement et de mon exigence. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur le fait que vous soyez un mauvais comédien. Tant pis, on n'est pas d'accord. Je suis ravi, mais... Dans la salle, il y avait plein de comédiens quand j'étais là. Et ouais. Il y en a plein du métier qui viennent vous voir. Ils trouvent tous que c'est formidable ce que vous faites. Donc, mince. Je vous remercie. Disons-le. Si vous parlez juste de technique, vous avez une diction parfaite, on va dire le contraire. Vous avez un flow, mais d'une vitesse incroyable.
avec des césures qui sont extrêmement justes. J'ai presque été dérangé parfois par la vitesse du phrasé, parce que vous avez tellement de choses à dire dans un temps qui reste assez court. Je me suis dit, il est obligé d'aller vite. Et en même temps, les césures étaient tellement propres et tellement justes que du coup, ça faisait les temps de pause dont j'avais besoin. Donc rien que ça déjà, moi j'ai adoré. Rien que pour parler technique, pure technique. C'est pas du tout réfléchi, mais je me suis rendu compte au théâtre en tant que spectateur que ce n'est pas tellement ce qui était dit qui pouvait m'intéresser, c'est évidemment l'invention de la langue, ce sont les mots, c'est l'écriture, mais c'est toujours par l'énergie, la vitalité, la puissance des comédiens et des comédiennes que j'entends ce qui se dit. J'entends la langue, j'entends un style, j'entends l'invention d'une langue, mais c'est par l'énergie que cela me parvient. Et quand l'effort d'être spectateur, j'ai par moments voulu ralentir un peu le rythme, ralentir le débit pour être peut-être un peu plus pédagogique. Je me rendais compte que j'étais peut-être entendu, mais que je n'étais plus du tout compris. Alors que par le rythme, par l'énergie, par la vitalité, j'ai le sentiment qu'on pardonne la difficulté du propos parce qu'on comprend mieux de quoi il est question grâce à l'énergie par laquelle les mots parviennent. Est-ce que vous avez la sensation aussi d'avoir un charme fou quand vous êtes sur scène? Je vous fais une déclaration. Je veux bien. Un petit peu quand même, un comédien est un peu cabotin. Ah, il est pas un peu il est totalement pute. Ça, je suis totalement pute. Oui, bien sûr, je travaille une putasserie que j'essaye d'aiguiser à chaque fois. Mais je crois bien que la peur de ne pas être pardonné de tout ce que j'inflige fait que je veux peut-être être dans une grande séduction pour que l'on me tolère, que l'on me pardonne de tout ce qui va ensuite se produire, ensuite par la putasserie. Peut-être que c'est ça, le comédien, il négocie, il organise, il exploite sa putasserie. C'est par là, peut-être parce que je dois aussi assumer est-ce que je pense, est-ce que je dis, est-ce que je fais, ce que j'ai organisé moi-même là sur ce plateau. J'essaye au moins de ne pas déplaire quand par le propos et par le parole, j'accable tout le monde d'une pensée qui est la mienne. Oui, parce que vous dites des choses qui sont quand même parfois un peu... ça va loin, ça va loin ce que vous racontez. J'ai adoré, moi, parce que j'ai vu un second, deuxième, troisième degré. En plus, au rond-point, voilà, quoi, ça fonctionne parfaitement. C'est un lieu d'une liberté formidable. Ben oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait sourire parfois, quand vous parlez des mauvais comédiens de boulevard ou autre. Ouais. Ça me fait sourire parce que je sens au fond de moi que c'est pas... Il y a toujours des parts de vérité en tout, mais... c'est pas si vrai que ça, parce que ça se voit que vous aimez le théâtre de toute façon. Ah oui, tous les cinémas, le cinéma dont je parle, je suis d'une mauvaise foi terrible. Le passage entre les différences entre le cinéma, la télévision un peu, parce que c'est bon, et le théâtre, c'est pour moi un des passages les plus incroyables. Vous pouvez me dire juste une ou deux références de ça, quand vous dites par exemple... on regarde vers le haut. Ça, vous savez, c'est une phrase de Godard, de Jean-Luc Godard. Au cinéma, on regarde vers le haut, alors qu'avec la télévision, on regarde vers le bas. J'adore. C'est très juste. C'est très extrêmement juste. Ouais. Godard est un génie, et puis toutes les... l'effort d'être spectateur, c'était aussi me permettre d'aborder des théâtres aussi opposés les uns aux autres, mais qui cohabitent tous justement pour la place qui est accordée aux spectateurs, qui a peut-être besoin de voir plusieurs théâtres différents. Enfin, je crois que les spectateurs, en tout cas que je connais, que je côtoie, sont tous des spectateurs qui vont voir des théâtres différents, qui s'intéressent à plusieurs formes de théâtre, à plusieurs propositions possibles, à plusieurs relations possibles entre la scène et la salle, plusieurs univers, évidemment. Donc, je crois que notre besoin de spectateur, dans l'inconfort qui est celui de la salle de théâtre, il embrasse quand même des univers très très différents et parfois très opposés. Et heureusement. Des objets sur cette scène. Ça vient de qui tout ça? En fait, tout vient de chez moi. J'avais un certain nombre d'objets à ma disposition qui étaient là, dont je ne savais pas très bien quoi faire, qui m'encombraient. Et quand j'ai commencé à réfléchir à
la mise en scène, la mise en place de cette conférence, qui initialement devait rester une conférence. Je n'étais pas sûr tout à fait de quitter d'ailleurs mes pages, le pupitre, mais à un moment donné, j'ai voulu illustrer un certain nombre d'idées par des accessoires ou par des objets, et j'avais sous la main des gants de boxe, donc je les ai à un moment donné saisis, parce que ça me permettait de ne plus m'interroger sur la place de mes mains, donc ça me permettait de cacher mes mains. Quand j'ai parlé de la question quand j'ai évoqué le danger dans lequel je veux voir les comédiens à un moment donné se mettre, je veux qu'ils risquent leur peau, j'ai saisi ces talons aiguilles que j'avais là, que j'avais récupérés au théâtre de Belleville, qu'on m'avait gentiment offert, que je n'avais jamais utilisé. Donc je les ai portés, comme évidemment ça me mettait dans une situation d'une grande fragilité. Je trouvais ça intéressant d'illustrer le danger à travers les talons aiguilles. Le hula hoop, je venais de le récupérer d'une manière totalement hasardeuse. J'ai décidé de m'y mettre. Et puis tout ça, en fait, tout n'est pas tout à fait pensé, n'est pas forcément pensé. Mais l'art n'est pas toujours pensé. Je les ai récupérés, je les ai utilisés, et c'est en les utilisant que petit à petit ils ont pris leur sens, ils me sont maintenant indispensables. Mais tout ça s'est organisé d'une manière assez simple, assez limpide, par récupération successive d'objets à portée de main, qui sont devenus les accessoires de la personne. Et le pistolet alors? Et le pistolet, j'avais là aussi un pistolet avec des ballas blancs en fait, il était là, j'avais envie de l'utiliser, j'avais envie qu'il existe, et je me suis souvenu de cette phrase de Tchekhov qui dit, quand il est fait mention d'un revolver dans une pièce, il faut bien qu'à un moment donné quelqu'un s'en serve, et je me suis dit que cela pouvait donner peut-être un exemple à la question de la dramaturgie. Qu'est-ce que c'est la dramaturgie? Et on observe en effet que tout doit pouvoir avoir un sens. Enfin, dans l'écriture d'une pièce, tout prend sens, tout dit quelque chose. Forcément, le moindre silence dit aussi quelque chose, tout signifie quelque chose. Et ce revolver que j'avais, cette phrase dont je me souvenais, je les ai associés pour pouvoir illustrer à un moment donné cette question de la dramaturgie et du sens, parce que j'essayais de comprendre pourquoi on s'ennuie tout le temps, tellement souvent au théâtre, pourquoi on est parfois si mortifié, si éteint, si abîmé d'être spectateur. Et j'essaye de comprendre, je voulais essayer de comprendre ce qui nous tue au théâtre quand on est spectateur. Eh bien, il me semble que c'est d'abord quand on n'est pas surpris par la forme, quand on n'est pas saisi par un sens, une aventure humaine à laquelle on n'est pas forcément de laquelle on n'est pas forcément familier, donc une aventure humaine, un sens, et puis l'énergie vitale qui se dégage du plateau. Et je pense que quand l'un de ces éléments manque, quand il manque un de ces trois éléments, l'invention d'une forme, un sens, quel qu'il soit, véritablement un sens, et puis la vitalité, l'énergie, la puissance vitale sur le plateau, je pense qu'on peut devenir un spectateur absent ou un spectateur mortifié. Et ça donne la mouette. Alors, oui, ça finit par... Oui, c'est un hommage, c'est un hommage. Je crois qu'on a aussi besoin de rire. Je crois qu'on a toujours besoin de rire pour respirer un peu dans la difficulté, dans l'adversité, dans la douleur, dans la catastrophe. Et ce qui nous sauve toujours quand même, c'est le rire. Et puis j'ai appris récemment que c'est par le rire qu'on peut le plus souvent changer de point de vue sur les choses. Ça m'a troublé, mais c'est par le rire, par la distance prise avec ce qui nous heurte, avec ce qui nous inquiète, avec ce qui nous trouble, avec ce qui nous fait penser. On peut être mis en demeure de penser, mais c'est par le rire le plus souvent que l'on peut changer de point de vue et prendre des distances sur les choses. Ça peut sembler d'une grande banalité, mais en fait, j'étais surpris par cette découverte. C'est par le rire qu'on peut peut-être développer son intelligence. On rit beaucoup pendant votre spectacle. Merci. On sourit énormément, on rit beaucoup. Et on est aussi vraiment ému, parce qu'il y a vraiment de très très jolis moments de poésie. Même si je chante. Non, mais c'est pour blaguer en vérité, c'est pour vous taquiner un peu. Mais vous savez tout faire, bon voilà. Non mais quand vous prenez... vous savez, tout le monde sait tout faire, mais personne n'ose. Mais tout le monde sait tout faire, tout ce que je fais là, tout le monde sait le faire. Je vous assure, je vous le promets. Bon, je vais essayer. Essayez, je vous le garantis. C'est une question, il faut oser, hein. C'est tout. Et la neige qui sort du chapeau. Ouais. Parce que c'est beau. Oui. Franchement, en ce moment-là, il n'y a qu'un artiste pour penser à une chose pareille. Oh,
Oh, c'est pas très compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est magique. Non, c'est d'une simplicité terrible. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi aussi, sur les plateaux, quand tombe la neige, je trouve ça toujours tout à fait magique. Alors je crois que vous ne faites pas que être sur scène, vous ne faites pas que mettre en scène, vous travaillez aussi au rond-point, vous avez un rôle important au rond-point, vous pouvez me parler un tout petit peu? En fait, j'ai rejoint le Théâtre du Rond-Point en 2009, il y a maintenant exactement 10 ans, quand j'ai quitté la Comédie Française. L'administratrice générale de la Comédie Française, Muriel Mayette, m'avait demandé de me décider un peu. Il était très compliqué que je reste secrétaire général et que par ailleurs je me produise dans un cabaret que je voulais absolument reprendre, dans cette même salle ici en Topor, qui s'intitulait « J'existe, foutez-moi la paix ». Et j'ai choisi de reprendre le cabaret. Donc, j'ai quitté la Comédie Française et Jean-Michel Ribes, quand je suis arrivé ici, m'a proposé d'être auteur associé. Et je suis en charge de la rédaction des documents de communication, les entretiens avec les artistes qui passent par le rond-point, les textes pour la brochure. Je travaille ici à mi-temps, donc je suis aussi très libre de mes mouvements, l'organisation d'un certain nombre d'événements, j'organise des visites au théâtre en ce moment. Et puis voilà, je participe à la grande aventure du Théâtre du Rond-Point, qui est une fabuleuse aventure dans l'histoire du théâtre contemporain, évidemment. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour ce moment. Merci. Et je vous adore. Merci. Ça me fait très plaisir. Merci. Le texte, c'est le porc, mammifère, ongulé, omnivore, le porc déchaîne développé d'injures. On est d'accord. Tu manges comme un porc, sale porc, gros porc, espèce de porc, vieux porc, balance ton porc, hashtag. Des injures qui apparentent l'animal à ce qu'il y a de pire en l'homme, c'est-à-dire un animal grossier, impulsif, ça là, carnassier. Bon. C'est un animal qui consomme, il dévore, il dévaste salement. Mais le porc, c'est aussi celui qui est dévasté, c'est celui qui est consommé, qui est dévoré pour sa chair, il est domestiqué pour sa chair, tout est bon dans le cochon. Donc, le porc, c'est à la fois celui qui consomme et celui qui est consommé. Eh bien, c'est à ce porc-là que je fais référence quand je dis que ce que je veux faire ici, dans l'effort d'être spectateur, c'est tracer la ligne étroite qui sépare le porc du spectateur et tout le chemin que doit faire celui-ci, le spectateur, pour se distinguer du premier, le porc.